Prima di iniziare questo viaggio insieme. Ho bisogno del tuo supporto, amico mio. Se hai più di 40 anni, comme me, se c'è questo tipo di storie sta scomparando, vengono dimenticate. Ogni iscrizione a questo canal e una garanzia che potrò continuare a portarti questi racconti rari. Senza il tuo like, senza la tua iscrizione, l'algoritmo potrebbe cancellare questo canal dal tuo schermo per sempre. Scrivimi nei commenti, da quel sita o paese mi stai guardando? Mi dà la motivazione per continuare. Attiva la campanella, metti un like, perché domani potrebbe essere troppo tardi. Queste story dipendono da te per sopravvivere. Andiamo insieme. Le vent salé fouettait le visage du vieil homme tandis que les vagues se brisaient contre les rochers, laissant une écume blanche courir sur le sable comme un voile. Le vétéran, nommé Gabriel, vivait seul depuis des années, dans une petite maison de bois en bord de mer, loin des villes, loin du bruit, loin des souvenirs brûlants qu'il tentait d'oublier. On disait qu'il parlait aux vagues la nuit, qu'il marchait pieds nus sur la plage avec un regard perdu, comme s'il attendait quelque chose ou quelqu'un qui ne reviendrait jamais. La guerre l'avait brisé. Non pas physiquement, bien qu'il boitât légèrement, mais dans l'âme. Il avait vu des amis tomber, entendu des cris qui résonnaient encore dans ses rêves. Il portait la médaille de bravoure que l'État lui donna, mais il la gardait enfermée dans un tiroir poussiéreux, incapable de la regarder sans sentir son cœur se serrer. Son unique réconfort était son fils, Adrien, qu'il voyait rarement. Le jeune homme vivait en ville, travaillait dans une entreprise de technologie et venait visiter son père seulement quand il le pouvait. Pourtant, entre eux, il y avait un lien profond, une affection silencieuse, pudique, que ni la distance ni le silence ne pouvaient rompre. Un matin d'hiver, le destin frappa. Gabriel se leva pour allumer le feu, mais son cœur, fatigué de tant de batailles, battit une dernière fois. On le retrouva dans son fauteuil, face à la mer, le regard paisible, comme s'il était parti en regardant son dernier horizon. Adrien reçut l'appel. Son monde s'effondra en silence. Il conduisit jusqu'à cette maison isolée où il n'allait pas assez, se sentant coupable de chaque absence, de chaque message non envoyé. Quand il arriva, la maison sentait encore le bois humide et le vieux café. Rien n'avait changé. Son père n'était plus là, mais sa présence restait partout. Une veste accrochée, un fusil ancien au mur, une photographie jaunie où Gabriel tenait Adrien enfant sur ses épaules, souriant comme il n'avait plus souri depuis des décennies. Adrien sentit une larme glisser, puis une autre, et il s'assit au sol, incapable de contenir le flot de souvenirs. Il resta ainsi longtemps, jusqu'à ce qu'il trouve, sous le lit, un coffre que son père lui avait toujours interdit d'ouvrir. Le coffre était lourd, verrouillé par une chaîne rouillée. Il ne ressemblait pas à un simple coffre souvenir. Il était militaire, renforcé, utilisé autrefois pour transporter des armes ou documents secrets. Adrien hésita. Devait-il ouvrir ce que son père avait gardé caché toute sa vie? Il se rappela sa voix grave. Certaines choses doivent dormir. Mais l'absence brisait ce silence. Il prit une pince, força le cadenas. Le métal céda avec un bruit sec. À l'intérieur, il trouva des dossiers scellés, des cartes, des photos en noir et blanc. Sur l'une d'elles, Gabriel posait devant une artillerie lourde, un canon gigantesque avec d'autres soldats. Mais ce qui attira l'attention d'Adrien était une enveloppe portant son nom, écrite de la main tremblante de son père. Il l'ouvrit. La lettre disait « Si tu lis ceci, c'est que je suis parti. Je n'ai jamais été seulement un soldat. Dans la guerre, j'ai commandé une unité spéciale, gardienne d'une artillerie secrète, un projet dont le monde ignore l'existence. On nous a forcés à disparaître, à cacher l'arme, à effacer toute trace. Nous étions les derniers à savoir où elle était cachée. Maintenant, toi, mon fils, tu es le seul héritier. Pardonne-moi ce poids. Cherche sous la pierre blanche au pied du vieux phare. Là commence la vérité. Sache que ce que tu trouveras pourra changer le monde, ou le détruire. Choisis mieux que moi. Je t'aime. Père. Adrien resta immobile, les doigts tremblants. Il relut la lettre 3 fois. Artillerie secrète? Héritage militaire? Était-ce la folie d'un vieux soldat ou une vérité enterrée? Il se leva, prit une lampe, et sortit dans le vent glacial vers le phare abandonné qui dominait la falaise. Les marches grinçaient sous ses pas. À la base, il trouva la pierre blanche dont parlait son père. Il creusa avec ses mains, la terre humide s'incrusta sous ses ongles. Finalement, il sentit un métal froid. Une trappe. Il la souleva. Un escalier descendait dans l'obscurité. Son cœur battait vite. Il inspira et entra. Les murs suintaient l'eau salée. L'air sentait le fer et le secret.
Il descendit longtemps jusqu'à une porte blindée. Sur le mur, une plaque portait un code. Et sous la plaque, un lecteur d'empreintes digitales. Adrien approcha sa main par instinct. Le scanner clignota, puis une lumière verte s'alluma. Accès autorisé. Il recula, stupéfait. La porte s'ouvrit dans un souffle mécanique, dévoilant une salle immense, cachée sous la falaise, éclairée par des néons encore actifs malgré les années. Là, au centre, reposait une artillerie colossale. Un canon expérimental, conçu pour tirer à des distances inimaginables. À ses côtés, des caisses scellées portaient l'insigne militaire effacé. Adrien marcha lentement, comme dans un rêve. Sur une table, un dossier plus récent. Il l'ouvrit. Dedans, des plans, des rapports secrets, des photos satellites. Une technologie capable de renverser des nations. Il comprit alors l'héritage de son père, non pas une arme, mais une responsabilité. Alors qu'il restait figé, un bruit de pas retentit derrière lui. Adrien se retourna brusquement. « Je ne sais rien de tout ça », balbutia Adrien, le cœur battant. « Vous apprendrez vite », répondit-elle, un mince sourire glacial sur les lèvres. « Votre père pensait pouvoir disparaître avec un secret. Il avait tort. Vous allez coopérer, ou vous regretterez son héritage. » Adrien sentit une rage sourde naître en lui, mêlée à une peur brûlante. Toute sa vie, il avait cru que son père s'était retiré par faiblesse, qu'il avait fui. Maintenant il comprenait, Gabriel se battait encore, même retiré du monde. Il portait un fardeau que personne ne devait connaître. La femme fit un signe de tête. Les hommes s'avancèrent. Instinctivement, Adrien recula, heurta une caisse métallique. Une main se posa sur son épaule. Tout s'arrêta dans un instant suspendu avant que l'adrénaline n'explose. Adrien attrapa la lampe qu'il tenait encore et la frappa contre le visage du premier homme. Le verre éclata, la lumière s'éteignit, mais l'impact suffit. L'homme recula en jurant. Adrien courut vers la porte, son souffle court, ses mains tremblantes. Le second garde le rattrapa par le col, le tira en arrière. Adrien se débattit, frappa au hasard, sentit le goût métallique du sang dans sa bouche, il ne savait même pas s'il venait de lui. « Immobilisez-le », ordonna la femme calmement. À cet instant, un bruit sourd résonna au-dessus d'eux, comme si la mer elle-même grondait. Tout le souterrain vibra. Les lampes clignotèrent. De la poussière tomba des poutres. Les hommes échangèrent un regard incertain. Une seconde déstabilisation fit trembler la salle, un éboulement? Une tempête? Ou peut-être quelque chose d'autre? Adrien profita de la confusion. Il se libéra d'un mouvement désespéré et courut vers une porte latérale qu'il n'avait pas remarquée auparavant. Il l'ouvrit, se glissa à l'intérieur et la referma d'un coup. Derrière, la femme cria des ordres. Il entendit des pas, des coups contre le métal, des menaces étouffées par la distance. Un couloir sombre s'étendait devant lui, étroit, envahi par des toiles d'araignée. Il avança à tâtons, les doigts glissant sur des murs rugueux. Son souffle faisait écho. Au bout, une autre pièce, plus petite, presque oubliée du temps. Sur une table, un vieux magnétophone. À côté, une cassette marquée Journal GM. Le cœur d'Adrien bondit. Il appuya sur le bouton. Un grésillement. Puis la voix de son père, fatiguée mais solide, envahit la pièce. « Si tu es là, Adrien, cela signifie que je n'ai pas survécu assez longtemps pour te guider. Cette arme, ce canon, n'est pas qu'une invention. C'est le projet Héphaïsto. Une technologie née de la peur, conçue pour frapper à l'horizon, invisible et imparable. On nous a juré qu'elle servirait à protéger le pays. Mais j'ai vu ce qu'ils voulaient en faire. Ils voulaient soumettre, dominer, pas défendre. Alors j'ai disparu. J'ai trahi des ordres pour sauver des vies. Et j'ai porté ce secret seul. » Adrien sentit les larmes monter, sans qu'il puisse les retenir. Si ceux qui te poursuivent t'ont trouvé, tu dois faire un choix. Détruire l'arme. Ou la révéler au monde. Les deux auront un prix. Mais sache une chose, mon fils, ton héritage n'est pas une arme. C'est le courage de décider. La bande s'arrêta dans un clic sec. Adrien resta là, quelques secondes, tremblant. On frappa violemment la porte qu'il avait verrouillée derrière lui. Les intrus n'avaient pas renoncé. Il chercha autour de lui, ses yeux s'ajustant à la pénombre. Sur une commode, il trouva une liasse de documents supplémentaires, des coordonnées, des comptes rendus, et surtout un plan d'autodestruction du complexe. Son père avait prévu une sortie.
Un dernier acte de sacrifice, peut-être. La porte céda sous un coup puissant. Les pas se rapprochaient. Adrien attrapa les dossiers et se faufila par une petite ouverture qui semblait mener à un tunnel encore plus étroit. Il rampa, les genoux rappant contre la pierre, la respiration courte, entendant les voix derrière lui, de plus en plus proches. Puis, soudain, il sortit à l'air libre. Le vent glacial fouetta son visage. Il se trouvait sous la falaise, au bord de la mer déchaînée. Au-dessus, le phare. En contrebas, le ressac battait les rochers. Derrière lui, il entendit les pas approcher. Pas le temps de réfléchir. Il sauta. L'eau glacée le frappa comme une gifle de 1000 couteaux. Il coula, se débattit, remonta dans un souffle. Les vagues l'emportèrent loin de la rive. Au loin, des silhouettes se penchaient au-dessus du bord, mais il était déjà trop tard, le courant l'avalait. Adrien nagea tant qu'il put, luttant contre la mer comme contre un destin trop lourd. Quand enfin il atteignit une petite crique, il s'écroula sur le sable, haletant. La nuit tombait. Il était seul. Traqué. Porteur d'un secret qui ne devait pas exister. Il pensa à son père. À sa solitude. À son courage. Et il comprit qu'il ne pouvait pas fuir. Pas maintenant. Il se releva lentement. Il devait finir ce que Gabriel avait commencé. Il devait protéger ce qui restait. Où tout révélé, Adrien resta un moment sur le sable, trempé, glacé jusqu'aux os. Le ciel s'assombrissait, avalé par des nuages épais que annonçait une tempête. Le vent hurlait comme une bête blessée. Il se sentait minuscule face à la mer, face à tout ce qui s'était révélé aujourd'hui. Mais dans sa poitrine, quelque chose brûlait, une flamme que la peur ne pouvait éteindre. Son père n'avait pas traversé l'enfer pour que l'arme tombe entre de mauvaises mains. Il ne pouvait pas laisser Héphaïsto renaître. Il se redressa lentement et marcha en direction de la maison, sur la crête de la falaise. Chaque pas était lourd, mais ferme. Les vagues grondaient en contrebas, comme un rappel que le monde pouvait tout emporter d'un instant à l'autre. Arrivé près de la cabane, il resta immobile un instant. Le silence était total. Trop total. Aucune lumière, aucune trace de pas. Mais Adrien savait qu'on le surveillait. S'ils étaient assez organisés pour le retrouver dans une base secrète, ils ne le laisseraient pas disparaître dans la nuit. Il entra par la porte arrière, évitant la véranda qui donnait sur la plage. L'intérieur était sombre, mais familier. L'odeur du bois humide, du tabac froid, un reste de soupe dans une casserole encore posée sur le réchaud. Tout semblait intact, mais un détail lui glaça le sang. La photo de lui et son père, autrefois posée sur la cheminée, était maintenant face contre bois. Quelqu'un avait fouillé. Quelqu'un attendait peut-être encore. Adrien attrapa un couteau dans le tiroir. Ses mains tremblaient, mais son regard se durcit. Il monta l'escalier silencieusement. Chaque marche grinçait légèrement sous son poids. Arrivé en haut, il sentit une présence. Une silhouette assise dans l'obscurité. Une voix grave, posée, retentit. Vous ressemblez à votre père. Déterminé. Têtu. Adrien sursauta. Il pointa le couteau devant lui. La silhouette ne bougea pas. L'homme alluma une lampe de chevet. Son visage apparut, barbu, les yeux fatigués, un manteau militaire usé. Pas l'un des hommes du bunker. Pas la femme aux yeux froids. Un autre. Il ne semblait pas hostile, mais son calme inquiétait. « Qui êtes-vous » demanda Adrien, la gorge sèche. Un ami de Gabriel. Ou du moins, ce qu'il en restait. Répondit-il. Je m'appelle Luc. J'ai servi avec lui. J'étais là le jour où Héphaïsto a été enterré. Le nom résonna dans la pièce comme une cloche. Adrien sentit ses défenses vaciller. Pourquoi êtes-vous ici? Pour vous protéger. Et pour finir ce qu'il a commencé. Ceux que vous avez vus là-bas. Ils travaillent pour une organisation privée. Ils veulent l'arme depuis des décennies. Ils ne reculeront devant rien. Adrien baissa légèrement le couteau. Luc se leva lentement et s'approcha. Il ne dégageait pas l'aura froide des autres. Il sentait la fatigue d'un homme qui a trop vu, trop perdu. Votre père m'a laissé ceci. Pour vous, dit-il en tendant une clé métallique, lourde, ornée d'une inscription latine Igni Vinci Omnia, le feu vint tout. Adrien la prit. Elle était glacée, mais il sentit une chaleur étrange monter de sa paume. Comme si l'objet portait encore la trace de Gabriel. Cette clé désactive le système de sécurité principal. Avec elle, vous pouvez activer l'autodestruction du complexe.
Ou, au contraire, le réveiller. Les mots frappèrent Adrien comme une vague. Deux chemins. Deux futurs. Et que feriez-vous, vous demanda-t-il. Luc détourna le regard, comme pour fuir un souvenir trop lourd. Si l'arme revit, ce monde n'est pas prêt. Elle tomberait dans de mauvaises mains. Mais détruire Héphaïsto, c'est effacer les derniers sacrifices de votre père. Il avait foi en vous. Il pensait que vous pourriez faire ce qu'il n'a jamais pu. Vous décidez. Vous portez l'héritage, non la honte. Adrien sentit son cœur battre plus vite. Il pensait à son père sur cette plage, seul, confronté à des fantômes. À sa lettre. À sa voix sur la cassette. À ses yeux fatigués sur la vieille photo. Et soudain, il comprit la tragédie silencieuse de Gabriel, avoir porté toute sa vie le poids d'un choix qu'il n'a jamais réussi à trancher. Il releva la tête. Alors je choisirai. Mais à ma manière. Luc acquiesça, comme s'il attendait cette réponse. Il s'approcha de la fenêtre et observa la nuit. Des phares lointains brillaient sur la route. Plusieurs véhicules. Les ennemis revenaient. Il faut partir maintenant. Avec les documents. Avec la clé. Ils ne vous laisseront plus respirer. Adrien rangea les dossiers et la clé dans un sac étanche. Ses mains cessaient de trembler. La peur était toujours là, mais transformée, devenue détermination. Luc ouvrit la porte de derrière, jetant un dernier regard à l'intérieur. Prenez une dernière image de ce lieu. Il ne restera peut-être plus rien. Adrien fixa la maison. Les souvenirs d'enfance, les rires rares mais précieux, l'odeur du thé que son père préparait le matin, la silhouette du vétéran assis face à la mer au coucher du soleil. Tout cela brûlait doucement dans sa mémoire. Puis ils s'enfoncèrent dans la nuit. À ce moment précis, des hélicoptères approchaient au loin, les pales déchirant le silence. Les phares balayaient la côte comme des yeux mécaniques cherchant une proie. La chasse commençait. La guerre que Gabriel avait fui revenait le chercher, mais cette fois, c'était le fils qui devait se battre. Et le monde n'avait aucune idée de ce qui était sur le point d'être révélé, point le vent siffla contre leurs visages, tandis qu'Adrien et Luc couraient à travers les dunes sombres. Le sol était glissant, mouillé par l'air marin. Chaque pas résonnait comme un battement d'alarme dans la poitrine d'Adrien. Au-dessus d'eux, les hélicoptères se rapprochaient, les projecteurs fouillant la nuit comme des lames blanches. La tempête se levait, prête à avaler tout ce qui se tenait entre le ciel et la mer. Plus vite, cria Luc, essoufflé. Ils atteignirent une vieille Jeep abandonnée près d'un hangar de pêche. Luc brisa la vitre avec son coude, s'installa et parvint à démarrer le moteur dans un grondement rauque. Le véhicule bondit sur la route boueuse tandis qu'Adrien, à l'arrière, serrait contre lui le sac qui contenait l'héritage dangereux de son père. Le phare derrière eux s'éloignait, silhouette fantomatique battue par le vent. Une lumière blanche tomba sur la Jeep, un projecteur les avait repérés. Luc accéléra. Les pneus dérapèrent. L'hélicoptère descendit, tentant de leur couper la route. Adrien sentit son cœur remonter dans sa gorge. La mer était à leur gauche, un précipice à leur droite. Un seul faux mouvement, et tout se terminerait ici. La pluie commença à frapper le pare-brise en rafale, brouillant la vue. « Accrochez-vous » hurla Luc. Il tourna brusquement, quittant la route principale pour foncer dans un sentier escarpé menant à la forêt. Les branches fouettaient les vitres, créant un claquement sec comme des tirs. L'hélicoptère tenta de suivre, mais perdit de l'altitude entre les arbres. Luc profita du couvert sombre pour semer la lumière. Pendant quelques minutes éternelles, seul le rugissement du moteur et le martèlement de la pluie existèrent. Lorsqu'ils atteignirent un replat, Luc coupa le moteur. Le silence, soudain, était oppressant. Ils restèrent immobiles, écoutant. Des voix lointaines, le bruit des pales qui s'éloignaient. Peut-être les avait-il perdus pour l'instant. Adrien inspira profondément. Ses mains tremblaient encore. « Pourquoi faites-vous tout ça pour moi » demanda-t-il à Luc. Ce dernier ne répondit pas immédiatement. Il essuya la buée du pare-brise d'un revers de la main. « Parce que j'ai juré à Gabriel que, si quelque chose lui arrivait, je protégerais son fils. Et parce que je dois réparer mes fautes. J'ai participé à la création du projet Héphaïsto. J'ai mis la science avant la morale. Votre père, lui, a choisi l'humain avant le pouvoir. Je lui dois tout. » Adrien le regarda, et pour la première fois, il vit non pas un soldat, mais un homme brisé cherchant la rédemption. Il sentit le poids de la clé dans sa poche, comme un cœur de métal battant contre le tien. Igni vinci omnia. Le feu vint tout.
Mais le feu peut aussi tout détruire. La pluie redoubla, transformant la forêt en un labyrinthe humide et obscur. Luc descendit de la Jeep. Il y a une cabane de chasse pas loin. On pourra se sécher, réfléchir et décider. Adrien hocha la tête. Ils s'enfoncèrent parmi les troncs sombres, leurs pas s'enfonçant dans la boue. Chaque craquement de branche semblait un avertissement. Le tonnerre gronda au-dessus d'eux comme un tambour de guerre. Après une marche difficile, ils aperçurent enfin une maisonnette en bois, perdue au cœur de la forêt. Une lumière vacillait à l'intérieur. Luc fronça les sourcils. Ce refuge est censé être abandonné. Adrien sentit un frisson parcourir son échine. Luc poussa la porte lentement, le couteau d'Adrien maintenant remplacé par un vieux fusil trouvé dans la Jeep. L'intérieur était modeste, un lit, une table, une cheminée. Et devant le feu, une silhouette. La femme du bunker. Elle tourna la tête, son visage éclairé par les flammes. Elle semblait étonnamment calme, presque triste. « Vous ne pensiez quand même pas que fuir suffirait » dit-elle en souriant doucement. « Asseyez-vous. Parlons. » Luc visait déjà, prêt à tirer. Elle ne bougea pas. « Si j'étais venu pour vous tuer, vous seriez déjà mort. Je veux négocier. » Adrien sentit la tension électriser l'air. Négocier. Comment négocier avec quelqu'un qui le traquait depuis des heures? Pourquoi devrions-nous vous écouter? Demanda-t-il. Elle soupira, comme si la fatigue pesait sur elle aussi. Parce que l'organisation à laquelle j'appartiens n'est pas un simple groupe d'ombre. Nous voulons Héphaïsto pour instaurer un nouvel ordre mondial, oui. Mais moi, je ne suis pas certaine que ce soit la voie. Votre père a refusé de collaborer. J'ai admiré son courage. Après sa mort, j'ai lu ses lettres, ses doutes, ses cauchemars. Et en vous voyant aujourd'hui, j'ai vu sa flamme. Vous avez le choix que lui n'a jamais pu faire. Luc se crispa. Et en échange de quoi? La femme se leva lentement, les mains levées en signe de paix. Je veux que cette arme ne soit pas utilisée. Ni par eux, ni par vous. Je vous aiderai à disparaître, à détruire la base si tel est votre choix. Mais je veux être là pour m'en assurer. Je suis prête à trahir les miens. Son regard croisa celui d'Adrien. Pas hostile. Pas froid. Humain. Votre père ne méritait pas de mourir seul. Vous non plus. Le silence tomba, profond, lourd, plein de possibilités. La pluie frappait le toit comme 1000 aiguilles. Le monde semblait retenir son souffle. Adrien sentit que chaque seconde les rapprochait de la décision finale, redonner l'arme, l'utiliser, la détruire, révéler sa vérité au monde. Chaque voix portait la promesse d'un avenir différent et la menace d'un désastre. Il s'assit lentement. Luc garda son fusil levé, méfiant. La femme s'approcha du feu. Ses yeux brillaient comme deux braises. Alors, Adrien, quel héritage allez-vous embrasser? Celui de la guerre? Ou celui de la paix? Adrien regarda ses mains, marquées par la boue, le sang séché, les larmes. Il pensa à Gabriel, debout face à la mer, luttant seul contre son propre passé. Et il sut que l'heure du choix approchait. Mais choisir demandait comprendre. Et comprendre demandait vérité. Racontez-moi tout. Depuis le début. La femme inspira profondément. Et le dernier chapitre de l'héritage du vétéran commença à se dévoiler point le feu crépitait doucement dans la cheminée, projetant des ombres mouvantes sur les murs de la cabane. La tempête dehors semblait s'acharner avec plus de violence à chaque minute, comme si le ciel lui-même voulait empêcher ce qui allait être dit. Adrien resta immobile, le regard ancré dans celui de la femme. Luc, encore méfiant, tenait son fusil, le canon tremblant légèrement, non par peur mais par rage contenue. La femme prit une longue inspiration, puis commença, sa voix basse, mais claire comme un aveu longtemps retenu. Votre père, Gabriel Marchand, était le meilleur ingénieur d'armement que l'armée française ait jamais eu. Brillant. Visionnaire. Trop humain, pourtant, pour marcher dans l'ombre. En 1998, il fut choisi pour diriger un projet secret que seuls quelques hommes connaissaient. Le projet Héphaïsto. L'objectif était simple, créer une arme capable de neutraliser n'importe quelle base militaire à des milliers de kilomètres sans être détectée. Une arme absolue, silencieuse, instantanée. Adrien eut un frisson. Luc ferma les yeux comme si chaque mot ravivait une cicatrice. Mais Gabriel comprit vite. Cette arme ne serait jamais défensive. Elle serait utilisée pour écraser, pour soumettre.
Il a tenté d'avertir les généraux. Il a parlé de conséquences, d'éthique, de responsabilité. On l'a traité d'idéaliste. Puis de traître potentiel. Elle marqua une pause. Le tonnerre éclata, secouant la cabane. Une nuit, votre mère, Claire, découvrit ce qu'il fabriquait. Elle le supplia de quitter le projet. De vous protéger, vous, leur fils. Gabriel hésitait encore, jusqu'au jour où un test non autorisé détruisit un atoll entier du Pacifique. Disparu des cartes, dissimulé au monde. Nous étions 3 à savoir. Gabriel, moi, et un homme qui n'a plus rien d'humain aujourd'hui. Adrien se redressa brusquement. Ses yeux se remplirent d'une douleur nouvelle. Ma mère est morte cette année-là. Un accident, disait-il. La femme hocha lentement la tête. Pas un accident. Elle a découvert trop de choses. On voulait faire céder votre père. Et il a cédé, mais pas comme il espérait. Il a détruit une partie des données, volé le cœur du système, le code d'activation et il a disparu. Avec vous. Il a choisi l'exil plutôt que la corruption. Luc serra la mâchoire, les poings blanchis. J'ai fui aussi, quand j'ai compris. Trop tard. Les autres ont été exécutés ou enrôlés de force. Moi, j'ai survécu dans l'ombre. En espérant qu'un jour Gabriel reviendrait. Mais il n'est jamais revenu. Il a porté seul ce fardeau pendant 20 ans. Adrien sentit une brûlure dans la gorge. Son père n'était pas un fugitif faible. C'était un homme qui avait sacrifié tout carrière, amour, identité pour empêcher une guerre silencieuse. Et maintenant, souffla-t-il. Maintenant, répondit la femme, ceux qui contrôlent le projet ont reconstruit presque tout. Il ne leur manque qu'une chose, la clé. Celle que vous portez. Avec elle, ils peuvent activer Héphaïsto. Mais vous, vous pouvez le désactiver pour toujours, ou l'utiliser pour imposer votre propre justice. Luc baissa son fusil, enfin. Et pourquoi trahir vos maîtres? Elle prit un air amer. Parce que j'ai servi toute ma vie des hommes qui veulent gouverner par la peur. Parce que j'ai vu ce que devient une nation armée d'un pouvoir absolu. Et parce que... Elle regarda Adrien avec une douceur inattendue. Parce que Gabriel m'a demandé de veiller sur toi, si un jour tout s'effondrait. J'étais jeune. J'aimais votre père en silence. Je n'ai jamais eu le courage de le dire. C'est ma dernière chance de rédemption. Un silence long, lourd, traversa la cabane. Adrien sentit tout son monde se reconfigurer. Le passé. Les secrets. Les sacrifices. Il n'était plus seulement le fils perdu d'un homme brisé par la guerre. Il devenait l'ultime héritier d'une décision qui pouvait changer l'humanité. Le feu se refléta dans ses yeux. Il posa lentement la main sur la poche où reposait la clé. « Alors nous allons finir ce qu'il a commencé », dit-il d'une voix nouvelle. Mature. Résolu. Luc hocha la tête, une fierté silencieuse dans son regard. La femme sourit, un sourire triste, mais libre. Le bunker principal se trouve sous la base navale abandonnée de Brest. C'est là que tout a commencé. C'est là que tout doit finir. Mais soyez prêts. Ils vous attendent. Ils savent que vous viendrez. Adrien sentit un frisson. Non de peur désormais, mais d'acceptation. L'aube approchait. Les premières lueurs grises perçaient la pluie, éclairant la forêt d'une pâle désolation. La tempête s'apaisait comme pour laisser place à quelque chose de plus grand. Une dernière nuit avant la vérité. On part à l'aube, conclut-il. Et personne ne discuta. Il dormit très peu. Des rêves de son père, de sa mère, d'un océan rougeoyant sous un soleil sombre. À son réveil, la pluie avait cessé. L'air sentait la terre mouillée, le renouveau. Luc chargeait des armes. La femme préparait des cartes. Adrien fixa la clé entre ses doigts. Aujourd'hui, il ne fuyait plus. Aujourd'hui, il retournait au cœur du secret. Là où le monde pourrait basculer. Dans quelques heures, il mettrait les pieds dans le bunker de Brest. Là où son père avait dit non. Là où lui devrait dire quelque chose de plus grand encore. Point le vent sembla retenir son souffle quand Émile ouvrit la lourde porte en acier. Elle grinça, comme si elle n'avait pas été dérangée depuis des décennies. Une odeur de métal froid et de poussière ancienne envahit l'espace. Bastien recula légèrement, un frisson le parcourant malgré la chaleur de la plage. Les murs intérieurs étaient couverts de cartes marines, certaines jaunies, d'autres barrées de traits rouges, de notes griffonnées à l'encre noire. Des étagères remplies de pièces mécaniques, de munitions rouillées,
de photos d'un autre temps. Tout parlait d'une vie secrète. Mon père, qu'est-ce que tu faisais vraiment ici? Murmura Bastien. Aucune réponse, sinon le ressac contre les rochers. Il avança davantage. Au centre de la pièce, sous une bâche verte, se devinait la forme assise d'un engin. Il tira le tissu, lentement. La lumière révéla un canon naval compact, modifié, presque ouvragé comme une pièce d'art. Sur son flanc, gravé à la main, « À qui protège ce qu'il aime ?» Émile resta immobile, abasourdi. Ce n'était pas qu'une arme. C'était un message. Un héritage qui parlait de guerre, mais aussi d'amour. C'est impossible. Papa ne m'a jamais parlé de Temel, dit-il. Peut-être que ce n'était pas son secret, répondit Bastien. Peut-être que c'était son fardeau. Ils continuèrent d'explorer. Dans un coin, un coffre en acier muni d'un double cadenas. À côté, dans la poussière, un journal relié au cuir brun. Émile l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, des lignes écrites d'une main tremblante. « Je n'ai pas fui. J'ai choisi de rester ici pour que la guerre ne ressorte jamais de ses eaux. Celui qui ouvrira ce journal héritera non pas de mes armes, mais de mon silence brisé. » Émile sentit sa gorge se nouer. Tout s'éclairait lentement. Les nuits où son père fixait l'horizon, les cauchemars, la bouteille qu'il serrait comme une bouée. Cet homme n'était pas seulement ruiné, il était détruit par un secret trop lourd pour un seul cœur. Soudain, un bruit métallique résonna derrière eux. Quelqu'un était entré. Un homme en uniforme sombre, arborant un insigne inconnu. Sa voix était calme, presque trop. « Je vois que vous avez trouvé ce que beaucoup cherchent depuis longtemps. » Émile se redressa, prêt à défendre Bastien si nécessaire. « Qui êtes-vous ? » ?»« Disons, un ancien camarade de votre père. Nous avons combattu ensemble. Il nous a trahis pour protéger quelque chose qui valait plus que l'or. Et maintenant, vous avez mis les pieds dans la même ombre. » Bastien sentit son cœur cogner. L'étranger observa la salle comme on regarde un tombeau ouvert. Ce canon n'est rien comparé à ce que votre père a vraiment caché. Il a découvert la position d'un navire disparu, chargé de documents capables de réécrire l'histoire militaire de ce pays. Émile pâlit. Il a refusé de l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'il a compris que révéler la vérité aurait déclenché une guerre. Et vous, fils du vétéran, qu'allez-vous faire? Le silence se fit. Seul le bruit du papier du journal que Bastien tenait dans sa main tremblait sous le vent. La réponse n'existait pas encore, elle naîtrait de leur choix. Mais à ce moment précis, quelque chose d'autre se produisit. Une lumière verte clignota près du coffre, suivie d'un bip électronique. Comme un cœur qui se réveille après un long sommeil. Émile s'approcha. Ce coffre n'est plus dormant. Quelqu'un ou quelque chose vient de l'activer. L'homme en uniforme se raidit. Si vous l'ouvrez, tout le monde le saura. Et beaucoup viendront le chercher. Certains pour le protéger, d'autres pour le détruire. Émile regarda Bastien, puis la mer derrière eux. Le fantôme de son père semblait planer dans l'air salé, entre le bruit des vagues et les souvenirs qui brûlaient. « Papa, tu voulais que je porte ce poids? Ou que je le libère ?» Il posa sa main sur le coffre. Le code clignotait. 000 était déjà inscrit. Comme si son père lui murmurait « Essaie ». Il inspira profondément. Et appuya. Ce questa storia a toccato il tuo cuore, ti chiedo un favor. Condividi questo video con un amico, un familiar, qualcunoce apprezza anche questo tipo di racconti. Senza condivisioni, queste story muoiono chi. Iscriviti ora se non l'hai ancora fatto, a 40, 50, 60 anni, sappiamo quanto sia prezioso non perdersi ioce e raro. Metti un like, scrivimi nei commenti da quel sita o paese mi ste guardando, scoprir il mio pubblico mi tocca profondamente. Attiva la campanella, perché il prossimo video potrebbe essere ancora più forte, ma arriverà a te solo se fai la tua partora. Non lasciarci l'algoritmo decida al tuo posto. Queste story dipendono dalla nostra unità. Alla prossima, amico mio. Non sparir.